Bonjour à vous, chers membres de la communauté Kinatex. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui en compagnie d'Élisabeth de chez Kinatex Beauport pour parler développement moteur de l'enfant et du bébé. Donc, je me présente d'abord et avant tout. Mon nom est Marie-Pierre Villeneuve. Je suis la fondatrice et la conseillère principale chez Bedaine Urbaine. Donc, depuis 2012, en fait, Bedaine Urbaine aide les parents d'enfants de 0 à 5 ans à trouver des solutions sommeil qui ressemblent à leur dynamique familiale, leurs valeurs parentales et bien entendu aux besoins de leurs enfants. Je suis, comme je vous disais, en compagnie d'Élisabeth de chez Kinatex Beauport. Bonjour Élisabeth. Salut Marie-Pierre. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, Élisabeth, aux gens qui nous écoutent? Ben oui, bien sûr. Moi, je suis Élisabeth Lorrain, physiothérapeute chez Kinatex à Beauport. Dans le fond, ce que je fais en gros, c'est la clientèle pédiatrique 0-12 mois, en général, les plagiocéphalies, torticolis. Ensuite de ça, on fait aussi du développement moteur pour ceux qui sont un petit peu plus vieux. On l'embarque à peu près vers les 6 mois pour ceux qui ont des problématiques, là, mais du développement moteur, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis après ça, je fais aussi des troubles de démarche pour les enfants qui marchent avec des petits pieds vers l'intérieur, l'extérieur, ou des blessures orthopédiques là, pour les enfants de tout âge, en fait. Je fais aussi de l'orthopédie régulière. Fait que monsieur, madame, tout le monde, de tout âge aussi, puis de l'oncologie aussi. On va l'appeler Élisabeth la polyvalente, je pense. Il y a deux choses qui m'ont interpellée dans ton introduction. Quand tu parlais à partir de 6 mois pour le développement moteur, ça veut dire qu'à la période 0-6 mois, ce serait beaucoup plus de la prévention? Bien, en fait, ma clientèle principale, 0-6 mois, c'est surtout des torticolis puis des plagiocéphalies. Okay. C'est rare que les parents vont remarquer, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe au développement moteur avant 6 mois. Ouais. Fait que c'est rare que je les vois avant 6 mois pour des questions de développement moteur, mais souvent, je commence à le travailler aussi avec le torticolis puis la plagiocéphalie parce que ça a un impact sur le développement moteur. Donc, ça va c'est ça, à peu près ces âges-là. Là. J'ai une sous-question à ma question. Qu'est-ce qui amènerait un parent, parce qu'un torticolis ou une plagiocéphalie, bon, peut-être plus visible la plagiocéphalie, mais un torticolis, c'est quand l'enfant qui pleure plus qu'à l'habitude. Comment on ferait pour détecter en tant que parent un torticolis de naissance, justement? Oui. Bien, il y a des fois les médecins qui le disent dès l'accouchement. Ah oui, admettons, l'accouchement a été plus difficile, puis là, ils disent « Ah, va voir en physio, c'est possible qu'il y ait un torticolis. Juste parce qu'au niveau du passage, ils ont fait des manœuvres au niveau de la tête, ça peut avoir affecté quelque chose au niveau musculaire, puis causer un torticolis congénital, qui est le torticolis de naissance. Sinon, dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose qui est douloureux. Là. Le torticolis, on le remarque parce que la tête est positionnée dans une direction plus qu'une autre. Fait qu'un bébé qui est couché, qui a la tête un petit peu penchée comme ça, puis qui n'est jamais penché de l'autre côté, ou un bébé qui a tendance à regarder toujours d'un même côté comme ça, qui utilise sa main plus qu'une autre, bien là, au niveau de la posture, on voit que c'est pas symétrique. Fait que la tête est plus d'un côté, ou la tête tourne pas de l'autre côté, tout simplement, quand un bébé a tendance à suivre des yeux. Ça va aller bien d'un côté, puis ça ne va pas aller aussi loin de l'autre côté. Mais ça ne fait pas nécessairement mal à l'enfant, ce torticolis-là. C'est juste qu'il va avoir une mobilité moins... Oui, souvent, c'est les deux muscles principaux qu'on voit, là, les grands muscles au niveau du cou ici, comme ça, qui sont un petit peu plus tendus de 1. Oui. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la naissance ou s'il y a une posture qui s'est développée qui n'était pas symétrique. Sinon, ça peut être un muscle qui est un petit peu plus court, en fait, là, à cause d'une blessure qui s'est passée ou, encore une fois, que la posture persiste comme ça. Si le muscle est plus court, bien, le cerveau va juste être plus confortable dans une position... Il va s'ajuster, oui. Est-ce que le muscle est plus confortable, plus court, en fait. Là. Fait qu'il va être confortable dans cette position-là où est-ce que le muscle est moins étiré. Fait que là, quand on vient faire des étirements au niveau du muscle, le bébé n'a jamais ressenti cette sensation-là. Non, c'est ça. Ça peut surprendre un peu, là. C'est ça. Fait que ça surprend, mais c'est pas quelque chose qui est douloureux. C'est comme nous, on s'étire au niveau des épaules, on sent un étirement, on le connaît, ça nous fait pas peur, mais un bébé, ça peut être quelque chose qui surprend un petit peu plus. Puis, mais il n'a jamais vécu ça, fait qu'effectivement, toute nouvelle expérience est surprenante. Ouais. Et beaucoup d'informations pour une introduction, mais là, ça m'intéresse vraiment. Si le parent... Si, par exemple, je ne sais pas, personne dans l'entourage, dans la tribu bienveillante autour de l'enfant, se rend compte du torticolis, l'enfant va simplement, ça serait quand même une grosse chose, mais il va finir par grandir sans nécessairement être inconfortable, mais son corps va finir par se débalancer, puis ça peut venir créer, j'imagine, d'autres inconforts. C'est ça. En gros, ça fait une posture asymétrique, puis l'asymétrie va suivre dans les autres étapes du développement moteur. Fait que position assise, il va être asymétrique. Développement moteur, il va être asymétrique. 4 pattes ne sera pas symétrique. La marche, après ça, les pieds peuvent être asymétriques aussi. Fait que ça va vraiment aller affecter le reste du développement de l'enfant jusqu'à ce que, ça peut aller jusqu'à la coordination plus tard aussi. Là.
OK. Puis, qu'est-ce que j'allais dire à propos de ça? Donc, la symétrie suit le développement de l'enfant, puis ça peut se répercuter même à l'âge adulte, mais est-ce qu'il y a un âge maximum à laquelle... Parce que moi, je dis tout le temps qu'il n'est jamais trop tard pour modifier des habitudes de sommeil. Est-ce que c'est un peu le même principe pour le corps humain? Est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que, par exemple, à 36 ans, un torticolis de naissance pourrait être encore récupérable? Ou c'est vraiment des choses qu'il faut penser dès les premiers mois, les premières années avec l'enfant? Bien, le plus facile, c'est de le régler le plus tôt possible parce que pendant la croissance puis le développement, c'est là que plus on ajuste tôt, plus au niveau du reste du développement, les impacts sont plus efficaces, dans le fond. Oui. Mais il y en a des fois qu'on arrive, comme je traite des adultes aussi, que je vois des plagiocéphalies que, ah, OK, ça n'a pas été réglé. Je leur dis pas. Mais, non, mais toi, tu le sais. c'est ça. Puis sinon, des fois, il y a une petite posture au niveau cervical qui persiste aussi, puis ça peut aller créer des maux de cou, là, des problématiques au niveau du cou, des problématiques au niveau de la posture. Oui, on peut corriger d'une certaine façon. Si c'est purement musculaire, des tensions, on peut peut-être aller aider à réduire les tensions, donner un petit peu plus de souplesse. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller le corriger le plus tôt possible pour pas que l'enfant reste avec une posture tête penchée comme ça. Habituellement, on s'en rend compte là, une fois qu'ils sont debout à la verticale puis qu'ils jouent un petit peu plus, si la tête est encore penchée, mais c'est là qu'ils vont en parler au médecin, ou du moins le médecin va les envoyer en physio. C'est ça, il y a un moment donné, il y a un signal qui arrive inévitablement de toute façon. Ouais, mais souvenez-vous, la prévention plutôt que l'état d'urgence, ce sera toujours plus efficace, hein? N'est-ce Ouais. pas? Good. Donc, au cours des derniers mois, on a utilisé la communauté bedaine urbaine, communément appelée les Top Moms, pour savoir c'était quoi leur questionnement par rapport au développement moteur, puis les questions qu'on aurait pu poser à une professionnelle dans le domaine. Alors, si tu me permets, je commence avec les questions qui sont sorties de notre communauté. Oui. Ça te va? On est parti. Donc, la première question est, mon médecin m'a demandé de pratiquer avec mon enfant de 9 mois les premiers pas, mais en le tenant sous les bras, donc sous les aisselles. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose? Bien, vers 9 mois, c'est l'âge typique où est-ce que les enfants commencent à se lever debout. Fait qu'en tant que tel, quand un enfant est rendu là au niveau de son développement moteur, s'il a fait un beau quatre pattes, s'il a rampé, s'il a eu le temps de développer sa force musculaire au niveau du tronc, au niveau des épaules, des bras et tout ça, puis qu'il est vraiment rendu où est-ce qu'il se lève debout par lui-même, puis qu'il n'est pas loin de faire les premiers pas, c'est un bon moment pour le faire. Si, par contre, il n'est pas rendu là dans son développement moteur, c'est là qu'on veut peut-être attendre qu'il soit plus prêt. Fait que comment on fait pour savoir s'il est prêt? D'un, c'est que le bébé cherche à se lever debout par lui-même. Si on le tient debout, habituellement, les jambes sont assez raides. Okay. Il est capable de mettre du poids sur ses jambes. Puis, c'est ça, au niveau du développement moteur, il est sur une courbe qui est plus typique. Là, quand je parle d'une courbe, c'est vraiment plus... il suit la moyenne des étapes par rapport à son âge. Oui. S'il a fait son quatre pattes depuis une couple de mois quand même, puis qu'il a tendance à vouloir se lever debout, je dirais que oui, c'est une bonne chose. Mais si il n'est pas encore agile dans son quatre pattes, s'il tient assis plus ou moins bien, c'est signe habituellement qu'il y a des choses qui restent encore à se développer au niveau de la force puis au niveau de ses capacités avant de commencer à le mettre debout. Fait que c'est correct de stimuler un enfant dans une prochaine étape s'il est rendu là. C'est ça. Mais s'il n'est pas rendu là, on veut être sûr qu'il passe assez de temps dans ces étapes précédentes parce que c'est là qu'il va aller développer le reste des capacités pour les étapes suivantes. Mais toute étape du développement étant importante, j'imagine que ça l'est aussi dans le développement moteur. Puis effectivement, chaque enfant a son rythme. Peut-être que le 9 mois sera... L'enfant le marcher à 9 mois, c'est assez rare, mais peut-être qu'il est trop tôt ou trop tard, dépendamment de où l'enfant est rendu dans son propre processus. C'est ça. Puis là, j'imagine qu'en dessous des bras, ça, c'est la nouvelle tendance, là, parce que j'imagine qu'on ne tient plus nos enfants les bras dans les airs pour les faire marcher comme ça. C'est ça. Mais là, moi, je pense à la maman qui passe sa vie par terre, à tenir son enfant comme ça? Parce que là, est-ce qu'à ne pas vouloir défaire les épaules de nos enfants, on ne brise pas les dos de nos mamans? Bien, je pense en fait que c'est plus que le médecin veut probablement plus faire mettre du poids sur les pieds. Puis par les bras, si un bébé ne tient pas tant que ça debout, mais il va être chambranlant de toute façon de le tenir par les mains. Fait que oui, on veut éviter de le tenir par les mains, mais tu sais, d'aller le maintenir, je pense que c'est vraiment plus par concept de... souvent, ils disent ça, pratique la position debout, on le tient debout comme ça ici pour qu'il y ait l'apprentissage de mettre du poids sur ses pieds. Le tonus de ses jambes, là. C'est ça. Le désavantage avec ça, par contre, c'est qu'en tenant en haut du tronc, il ne force pas du tronc. Fait que ça ne vient pas nécessairement développer... Le core. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est vraiment le principal. Là. On commence par renforcer le tronc en premier. Moi, les enfants qui ne marchent pas encore, c'est ça que je vais aller évaluer. Est-ce qu'il y a une asymétrie au niveau de son développement moteur? Est-ce que tu sais, toute la force a été développée au niveau des bras, au niveau des abdos, au niveau du tronc, au niveau du dos? Si ça n'a pas été fait,
ça ne sert à rien d'aller le placer debout Non, parce que le tronc ne tiendra pas, puis il ne fera pas son travail, puis il va juste apprendre à se raidir au niveau des jambes puis à mettre du poids sur ses jambes sans que le corps soit rendu là au niveau Il y a du probablement des risques de se blesser ou créer d'autres asymétries. J'imagine si le corps n'était pas nécessairement prêt à faire justement l'expérience des premiers pas, j'imagine qu'il peut y avoir des répercussions. C'est ça. On ne veut pas forcer les petits à Ouais, aller dans l'étape suivante s'ils ne sont pas rendus là parce que souvent, c'est le corps qui dit je suis encore en train de développer de la force ailleurs, je suis encore en train de développer mes capacités. C'est peut-être qu'il est encore en train de pratiquer son équilibre. Oui, mais son grand-père a marché à 10 mois et demi. Oui, mais tu sais, je veux dire, le frère, c'est pas nécessairement le même développement au niveau de la fratrie. Puis, à quel âge on décide de consulter si notre enfant n'a pas fait les premiers pas? Est-ce qu'il y a un âge, j'aime pas dire maximal, là, parce que c'est relatif. Oui, c'est ça. À un moment donné, y a une question qu'il faut qu'on se pose? De dire, mon enfant ne marche pas. À partir de tel âge, il faudrait que je commence à me poser des questions? Les moyennes d'âge pour marcher avant, mettons, une couple d'années, c'était entre 10 et 14 mois. Fait que ça, on se fie à ça pour se dire, mais mettons, il y a 13 mois et demi, c'est pas grave, il n'y a pas encore son 14 mois, c'est pas dramatique qu'il ne marche pas. Avant, ce qui était beaucoup populaire, c'était les souliers avec les semelles rigides. Oui. Fait que là, ça, c'était connu comme des pieds, des souliers avec des orthèses, des souliers orthopédiques pour les enfants, dans le fond. Oui. Fait que ça, c'était une semelle qui était assez rigide, ça tenait la cheville. Puis là, quand on mettait les bébés là-dedans, il n'y avait aucun travail musculaire à faire au niveau des pieds. Comme si ça marchait toute seule, c'était tellement stable qu'il y avait... C'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de travail à faire. Fait en temps normal, dès que la musculature du tronc était faite, que les jambes étaient assez solides pour maintenir sur eux-mêmes, là, dans le fond, on mettait les pieds dans les souliers, puis les souliers faisaient la job pour le renforcement. Mais on est venu biaiser les données, là, parce qu'on a dû leur mettre des petites pantoufles molles, puis là, c'est plus les mêmes données. C'est ça. Fait que là, en tant que tel, on repousse à peu près 1 mois les moyennes où est-ce que les enfants vont commencer à marcher. Fait que ça ressemble un petit peu plus à du 11 à 15 mois, ce qui est typique, ce que je dis. Moi, il y en a que je vois en clinique à 12 mois parce que le médecin a dit aux parents il est à 12 mois et demi, il ne marche pas encore, il devrait marcher. Ça ne veut pas dire qu'il devrait marcher à ce temps-là, mais si on voit que quand on approche du 15 mois puis qu'il ne semble pas gagner de l'équilibre debout, il n'est pas solide sur ses jambes, il se tient sur les meubles, mais il est chambranlant, on dirait qu'il n'active pas son tonus musculaire quand il est debout. Là, on peut peut-être aller chercher de l'aide un petit peu plus tôt pour... au moins s'assurer que le développement va bien, que c'est une question de temps, mais qu'il n'y ait pas nécessairement de douleur qui l'empêche justement de passer à cette prochaine étape-là. C'est ça. Fait que souvent, c'est ça, 15 mois. Okay. Mais en tant que tel, si l'enfant est super proche de marcher, qui tient en équilibre tout seul déjà quelques instants, c'est quasiment une question de semaine avant qu'il marche. Ah oui, c'est ça. Quand ils ont compris comment, souvent, ça se développe quand même assez rapidement. Fait que, moi, je dis souvent un 15-16 mois s'il ne marche pas. Si on voit qu'il est vraiment pas activé musculairement, qu'il est debout, il y a comme les abdos qui n'engagent pas, puis tout ça, là, on peut aller peut-être chercher de l'aide un petit peu plus tôt pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut stimuler d'avance pour pas que ça prenne plus de temps. Okay. Mais tu sais, c'est rare que je vais dire un âge typique parce que ça dépend de pourquoi il ne marche pas. Fait que si on doute, dans le pire, on va consulter puis on va voir s'il y a quelque chose qui est à travailler. Ça se peut que ce soit juste une question de semaine puis que finalement, tu sais, la consultation en physio, elle fait juste nous rassurer, OK, tout est beau, il faut juste travailler un petit peu le tronc puis ça débloque. Mais sinon, je dirais à peu près vers les 15 mois, si on remarque absolument rien, là, puis qu'on se dit, ben voyons, ça fait 2 mois qu'il est dans la même étape, puis que ça stagne, dans le fond, là, on va vouloir aller chercher de l'aide un petit peu plus vers les 15 mois s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il y a un fait intéressant, en fait, moi, je dis souvent avec le sommeil, dépendamment du nombre de semaines de gestation de la maman, là, je ne sais pas si j'ai le bon terme de gestation, je ne sais pas si ça se dit pour l'humain, mais entre 37 et 40 semaines, des fois, ça peut expliquer les variabilités des bons de développement, par exemple, dû au développement moteur. Fait est-ce que ce serait un petit peu la même chose? Si un enfant qui serait né à 37 semaines, veut pas, a 3 semaines de gestation de moins, est-ce que ça pourrait venir, ça aussi, s'expliquer avec le développement moteur ou pas du tout? Nous, en haut de 37 semaines, on les considère qui sont nés à terme. On met, dans le fond, à 36,6. Fait que dans le fond, moins un jour, on considère qu'ils sont 3 semaines prématurés. Moi, c'est ça. Un jour de différence peut quand même affecter le développement moteur. Puis nous, quand on évalue le développement moteur, on donne des points. Fait qu'on regarde est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça. Il est rendu à tant de semaines. Puis là, j'ai des courbes standards, dans le fond. C'est comme un peu un test d'Apgar à la naissance, j'imagine. Là. C'est des points à évaluer. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, je l'ai de 0 à 18 mois. Puis là, je regarde les étapes. Puis selon, il en est rendu où dans son âge, ça me dit est-ce qu'il est au 50e percentile, à peu près dans les moyennes, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Puis quand on a un bébé qui est à 36 semaines, bien, on considère qu'il est 4 semaines prématuré. C'est ça. Fait qu'on recule de 4 semaines son calcul d'âge. C'est ça. Fait qu'en termes de prématurité, on le calcule à partir de 37 semaines et moins, mais à 37 et 1 jour,
il est évalué comme si il est à terme, Il est à dans le terme. fond, à 40 semaines, puis il n'y a pas de retard moteur qui va être comptabilisé là-dedans. OK. C'est sûr qu'on peut peut-être y réfléchir puis en tenir compte, là, parce qu'en tant que tel, il peut y avoir 2 jours de différence. Oui, avec c'est des ça. enfants. Oh, ben, c'est toujours le bon jugement là, qui va venir faire. C'est ça. Puis en temps normal, on ne considère pas nécessairement que c'est un retard moteur si sur une courbe un petit peu plus lente. Dans le OK. fond, là, c'est vraiment juste chaque enfant à son rythme, tant que tout se C'est ça, développe oui. bien, même s'il est un petit peu en bas du 50e percentile, c'est pas dramatique, là. Enregistre ça. C'est pas dramatique. Elisabeth l'a dit. On arrête de paniquer pour rien, s'il vous plaît. Donc, mais encore là, si ça vous inquiète, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider puis justement vous donner l'heure juste à ce sujet. Es-tu prête pour la deuxième question? Oui. Let's go. Est-ce que faire du 3 pattes au lieu du 4 pattes, est-ce que c'est inquiétant? Ouais. Est-ce que... Oh mon Dieu! La réponse, c'est oui, OK? Non, oui, j'avais... Oh oui, t'as compris la question. Oui, je comprends la question. Je pensais que je venais de créer un monstre. Est-ce que tu sais ce qu'on veut dire par du 3 pattes? Ben, j'imagine que c'est un enfant qui n'a pas les 2 genoux à terre, là. Oui, Parce que ça peut pas être juste une main. Ben, ça peut. Dans le Oh fond. mon Dieu, OK. Le 4 pattes typique, c'est les 2 genoux à terre, les 2 mains à terre. Un Oui. 3 pattes, habituellement, c'est soit qu'on a un genou à terre, une main, puis l'autre pied qui est levé. Fait qu'un enfant Est-ce que va vous comme- voyez bien à la caméra la démonstration d'Elisabeth? C'est important. D'accord. Il y a une jambe qui est levée. Fait que ça peut être Oui. un 3 pattes qu'on voit. Dans OK. le fond, au lieu d'être sur les 2 genoux, il est sur un genou, un pied. OK. Puis il avance avec les 2 mains. OK. Puis sinon, il y a l'autre option, 3 pattes, qui est sur la fesse, dans le fond. Fait que Là, oui, là, qui se traîne. là. Ça, c'est je trouve ça ça. cute. Fait que, là. tu sais, il y en a qui se traînent sur les fesses sans utiliser les bras. Il y en a qui se traînent sur une fesse puis un bras comme ça ici, avec les 2 mains, puis il y a un pied qui est dans les airs encore une fois. Mais au lieu d'être sur un genou, c'est sur une fesse. Fait que ça, De comme quoi, quand on veut, on peut. Hein? Tous les moyens sont bons pour c'est ça. avancer. Ils OK. sont bien motivés, les OK. petits, là. Ben oui, c'est ça. En tant que tel, ça ne veut pas dire que c'est inquiétant, mais Bon. ça veut dire qu'il y a une asymétrie. Oui, probablement. OK. Oui. Fait que là, l'asymétrie, est-ce que ça provient uniquement du développement moteur parce qu'il y avait un petit quelque chose qui n'était pas parfaitement centré depuis la naissance, peut-être? Ça peut être signe d'un torticolis qui n'a pas été vu encore, qui n'a OK. pas été assez intense pour qu'il soit perceptible. Ça peut être un... Tu sais, dans le fond, le gros de ça, c'est que le poids n'est pas réparti de façon égale. Quand OK. on a un 3 pattes, le poids est d'un côté plus que l'autre. Fait que l'enfant préfère se déplacer avec son poids un côté plus spécifiquement que l'autre. Et ça peut pas être juste une préférence de sa part comme gaucher-droitier. Là. C'est qu'il y a probablement quelque chose qui l'amène à se positionner comme ça. Dans le fond, la préférence, nous, en physiothérapie, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement un impact médical, nécessairement, mais préférence, ça veut dire pas symétrique. OK. Puis C'est on ça. n'est pas supposé avoir de préférence avant 2 ans. Un enfant Ah, ne OK. devrait pas être droitier-gaucher avant l'âge de 2 ans. Fait que, OK. tu sais, dans le fond, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire autant d'un côté ou que de l'autre. l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, dans le fond. OK. Ça veut dire qu'il y a une préférence quelconque, que tu as. Après ça, il faut aller évaluer de où ça vient, cette préférence-là. Mais il ne faut pas que ça reste comme ça parce que c'est là qu'on développe une jambe qui est plus forte que l'autre. C'est là qu'on développe tu sais, des préférences, justement, qui Oui. font en sorte que ça affecte le développement moteur plus tard. Fait que, Oui, puis à l'âge adulte, j'imagine que tu peux plus défaire ça. là. ben, c'est difficile. C'est rendu très là, là. difficile, oui. Il y a des formations que j'avais suivies qui disaient que chez les enfants, il y en avait qui avaient une jambe d'équilibre puis une jambe de force. OK. Mais que ça, c'est un petit peu plus, plus tard dans le développement, une fois que tout a été acquis de façon plus symétrique. OK, Fait c'est que ça. je pense que c'est un peu comme le principe de gaucher-droitier. Ils ne sont pas censés être gaucher-droitier avant 2 ans, mais après 2 ans, qui Yes. est ambidex à ce point-là? Personne. C'est ça, là, tu sais. OK. Fait que, il ne devrait pas y avoir de préférence avant l'âge de 2 ans pour l'utilisation des mains. Pour les jambes, possiblement que ça peut se développer plus tard, mais on n'est pas censé le voir quand ils sont plus jeunes. C'est ça. Fait que le 3 pattes, en gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas symétrique, qu'il y a peut-être une préférence qui a été développée plus tôt ou tard dans le développement moteur. Puis là, bien, ce que ça vient faire, c'est surtout l'impact au niveau de sauter l'étape du 4 pattes. Fait que OK. le 4 pattes, c'est vraiment l'étape la plus importante pour le développement moteur. C'est ça qui vient faire en sorte que les enfants mettent beaucoup de poids sur les mains, sur les épaules. Position planche, c'est difficile pour nous autres, mais si les enfants ne le pratiquent pas plus jeunes, c'est sûr qu'au niveau postural, développement, OK. épaules, ça affecte beaucoup, beaucoup le développement moteur. C'est OK. vraiment ça qui va aller faire en sorte qu'ils développent tous les muscles posturaux au niveau des épaules, qui fait en sorte qu'ils se tiennent un petit peu mieux, qu'ils sont capables de lancer plus facilement, que les épaules sont bien placées, qu'ils n'ont pas nécessairement des maux de dos, des maux de cou plus tard. Fait que s'ils ne font pas leurs 4 pattes puis qu'ils font un 3 pattes, ils ne sont pas complètement en appui. Non, c'est ça. Fait que ça Comme crée en d'autres position asymétries, planche, j'imagine. C'est ça. Si on fait la planche en position assise, ça ne force pas autant. Non, c'est pas... Ça force un peu moins quand c'est même. ça. Fait que
c'est pas inquiétant. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau médical, mais c'est quand même quelque chose qu'on veut aller corriger le plus vite possible parce que ça a des impacts sur le reste du développement moteur. Je suis en train d'apprendre tellement d'informations. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi à la maison, mais là, Merci, Elisabeth, de toute cette information. Troisième question. Un bébé de 6 mois et demi qui essaye d'avancer, mais se fâche parce qu'il n'est pas capable. Comment l'aider? C'est une bonne question. C'est plutôt des enfants qui vont être capables de répondre à des stimuli quelconques comme ça. La première chose que moi, j'essaie de faire, s'ils ont vraiment tendance à se fâcher, c'est de les divertir le plus possible puis de rendre la chose un petit peu plus agréable. Des fois, quand ils sont sur le ventre, de placer les jouets plus sur les côtés au lieu d'en avant, ils vont apprendre à déplacer les mains sans être obligés de déplacer le corps au complet comme s'ils veulent ramper. Juste de déplacer les mains, d'aller atteindre les objets de gauche à droite, ça va travailler le renforcement du tronc, ça va travailler à déplacer les mains, mais ils n'auront pas encore besoin d'aller... de se pousser, là. C'est ça, d'avancer le corps en poussant sur les jambes. Ça, c'est la première chose qu'on peut essayer. Ensuite, Moi, j'aurais dit que la première chose, c'était de vérifier s'il y avait pas mal nulle part. Oui, mais c'est difficile de voir. Ils ont tout non, mais moi, c'est drôle que de tout ce que les questions, là, je ne les ai pas tous lues, mais de toutes les questions, moi, c'est sûr et certain que si mon enfant n'avait pas été comme le naître et grandir, le fameux mieux vivre, bien, c'est sûr et certain que moi, mon premier réflexe, comme je fais avec la consultation en sommeil, c'est si l'enfant ne dort pas, il faut s'assurer que la santé soit A1. Oui, mais c'est des choses qu'on peut essayer à la maison quand même. Qu'est-ce qu'on fait si... Oui, c'est ça, puis on sait qu'il va bien, là, qui est parfait. C'est ça. Bien, si on ne le sait pas, on essaye ces choses-là, puis si ça ne fonctionne toujours pas, bien là, on va chez Kinatex Beauport. C'est ça. Sinon, l'autre chose qu'on peut essayer, c'est d'aller appuyer le pied en arrière de la jambe. Fait qu'une fois que le bébé est sur le ventre, on va aller plier une jambe, puis on maintient le pied au sol. Puis là, ce qu'on veut, c'est qu'il pousse sur notre main pour aller s'avancer par lui-même. OK, fait qu'on lui sert d'appui, en fait, pour... C'est ça. C'est ça. Fait qu'une jambe pliée, l'autre jambe est allongée, puis une fois qu'il a compris le principe de pousser, bien souvent, il va chercher un appui pour aller s'ancrer au sol, puis là, il va s'avancer comme ça. Si ça ne fonctionne pas d'aller juste mettre l'appui comme ça, bien on pousse sur les fesses tout simplement, puis là, il comprend qu'il a avancé un petit peu plus sur le sol en se glissant. Il va comprendre aussi par après que sa jambe a déplié, puis ça prend des fois une couple d'essais pour qu'il catch, dans le fond, qu'on va aller déplier la jambe pour le faire avancer. Puis là, c'est de le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer. Oui, la répétition. C'est ça. La répétition qui amène la perfection. On pousse sur les fesses, ensuite on plie l'autre jambe, toujours pratiquer les deux côtés, pas qu'il y ait de préférence. D'asymétrie. C'est ça. Et voilà. Non, j'assimile le verbatim d'une physiothérapeute quand même. Puis là, j'aimerais faire la blague. Sûrement qu'à 18 ans, il va être capable d'avancer. On l'espère. Le problème, ça va être de l'arrêter dans quelques années. Un bébé de 6 mois qui se tourne dos, ventre, dos, mais juste d'un côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, excuse-moi, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, habituellement, c'est signe d'une préférence. J'allais dire asymétrie. Je ne les ai pas toutes, les mots. C'est un peu le même principe. Préférence ou asymétrie. Ça peut être une question que le poids a toujours été réparti un petit peu plus sur une épaule par rapport à l'autre. Puis là, quand il fait son retournement, c'est plus facile d'aller transférer son poids dans cette direction-là parce qu'il y a moins de chemin à faire. Ça peut être la première option. Puis là, en fait, il va toujours utiliser le poids du côté gauche, par exemple. Fait que c'est l'épaule gauche. Il se tourne sur l'épaule gauche pour aller sur le ventre, puis il se retourne sur l'épaule gauche pour retourner sur le dos. Donc là, il y a une asymétrie au niveau du développement moteur. Il y a une préférence de poids qui est réparti d'un côté plus que l'autre. Ça peut être simplement ça, comme ça peut aussi être signe d'un torticolis. Il y a des enfants qu'on voit qui se tournent d'un côté uniquement parce qu'au niveau torticolis, ils ont toujours la tête tournée d'un côté. Fait que si la tête, le champ de vision est toujours à la gauche, par exemple... Ça va tourner plus facilement de ce côté-là. C'est ça. Ils vont développer la préférence pour aller faire leur geste et le développement moteur de ce côté-là. Des fois, on a l'inverse. On a un torticolis qui fait en sorte que la tête est tournée vers la droite. Puis il n'y a tellement pas de mobilité pour aller tourner la tête au complet que l'épaule lève. Puis là, le retournement se fait tout seul parce qu'il n'est pas capable d'aller tourner la tête au complet. Ça pourrait-tu même expliquer que des fois, il y a des enfants... Parce que, tu sais, il y a quand même une séquence dans le développement moteur. Là, souvent, ça va être le ventre au dos. Après ça, le dos au ventre. Après ça, on rampe, on marche à 4 pattes, etc. J'imagine qu'un enfant qui se tournerait de côté plutôt que le développement moyen, est-ce que ça voudrait dire justement qu'il est tellement appris qu'il s'est comme surpris à tourner lui-même, en fait? Ça se peut. Se peut. Ça ne veut pas dire que c'est typiquement ça non plus. Non, mais... oui, ça peut être un signe de ça. Il y en a des... Nous, en tant que tel, pour coter qu'il y a
acquis l'étape du développement moteur, il faut qu'il le fasse des deux côtés. OK. Fait que oui, il va être peut-être d'avance d'un côté, mais il n'aura pas acquis ses retournements De l'autre côté. En parlant physiothérapie, Oui, c'est ça. tant qu'il n'aura pas fait les deux côtés de façon symétrique. Fait que, OK. c'est sûr que s'il y a quelque chose qui cloche en quelque part là, au niveau du cou, probablement que ça va affecter les retournements. Il y en a que non, là aussi, Non, là, c'est ça ça. dépend, c'est du cas par cas, là, mais dans le fond, en gros, c'est qu'il faut aller stimuler l'autre côté, il faut aller voir si la tête tourne bien les deux côtés. Si la tête tourne bien les deux côtés, on va pratiquer le retournement sur l'épaule opposée dans les deux directions pour s'assurer que la préférence ne reste pas là, dans le fond. OK. Puis avant 2 ans, c'est vraiment censé, j'ai le goût de dire, tourner dans l'huile des deux côtés. Si on voit que l'enfant a moindrement soit une facilité plus marquée d'un côté ou une difficulté marquée plus d'un côté, ça, c'est pas, entre guillemets, normal. Là. C'est censé être, il est censé être ambidex du retournement, quoi. Oui, ambidex du retournement. Tandis qu'on invente des affaires. Assis sur les deux fesses égales, couché Ouais. sur le dos de façon égale, sur le ventre, les deux coudes égales. Ça ne devrait pas être un coude qui est appuyé puis un bras qui est toujours monté. Là. Il ne devrait pas toujours jouer avec le même bras comme ça. Ça veut dire qu'il est plus en appui d'un côté. Fait que toutes les étapes du développement moteur devraient être symétriques. Wow. Puis, nous, en tout cas, moi, sur quoi je me fie pour le 3 ans, dans le fond, là, c'est qu'il est capable de monter les marches de façon alternée. Fait qu'il monte une jambe, monte l'autre jambe, gauche, Oui, mais droite, c'est même gauche, plus les droite. 2 pieds à 3 ans, ça. À 3 ans, il devrait commencer à être capable de monter les escaliers avec les jambes alternées. Fait que si on n'a pas ça, on regarde, est-ce que c'est toujours la même jambe qui monte? Si une fois sur 2, il monte la droite, l'autre pied, la droite, l'autre pied, la droite, puis que la fois d'après, il monte toujours avec la gauche, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une préférence 100% du temps. Mais si c'est tout le temps à la droite, c'est ça. On commence à se poser la question. Exact, c'est ça. En tant que tel, ça se peut qu'il ne monte pas les escaliers de façon alternée, mais on regarde. Est-ce que des fois, il utilise la gauche? Est-ce que des fois, il utilise la droite? Si c'est le cas, c'est pas inquiétant. Si 100% du temps, 80% du temps, 60% du temps, il utilise une jambe plus que l'autre, si on porte attention, on va le voir. Puis souvent, on commence à voir les signes quand il commence à se lever debout aussi. Mettre toujours la même jambe en avant. J'allais dire, il se lève tout le temps de la même façon. C'est ça. Fait qu'on voit la même chose dans les étapes un petit peu précédentes aussi, où quand il commence à se rasseoir aussi de la position sur le ventre, sur le dos, puis que le bébé est capable de se rasseoir, il va se rasseoir en passant par la même fesse tout le temps aussi. Oui. Fait que c'est des petites choses qui Ça fait longtemps que je ne suis pas passée par là, mais je peux m'imaginer que quand tu passes la journée à regarder ton enfant, c'est des choses que tu vois, mais là, je me dis, est-ce que j'ai vraiment analysé tout ça? Je pense pas, mais... je pense pas que les mamans l'analysent. Non, de façon générale, c'est pas le travail qui est prioritaire. Non, on s'entend, là? Moi, c'est ma job. Fait qu'on on vient me voir pour que je regarde le bébé et que je dise qu'est-ce qui se passe. Bien, c'est ça qui se passe. Puis là, une fois que je leur dis, après ça, ils vont OK, oui, c'est tout le temps comme ça. J'avais jamais remarqué. Puis c'est normal de ne pas remarquer, mais si on voit des choses qui sont, qui accrochent, là, puis qu'on se dit, voyons, ça devrait pas être comme ça, mais c'est là qu'on peut commencer à regarder un petit peu plus. Quand il se lève debout, est-ce qu'il utilise la même jambe? Quand il joue avec un jouet, est-ce que c'est toujours avec la même on se met plus en mode observation par la suite quand tu es au courant. Mais non, ça en prend des professionnels. Mais moi, je trouve ça incroyable, c'est que, mettons, je sais pas, quand j'étais jeune, ceux qui allaient voir les physios, c'était les athlètes, là. Je veux dire, il y avait c'est le rouge et or qui avait des physios. Puis là, moi, je trouve ça incroyable que le corps humain, on soit rendu à se dire, non, là, on va arrêter de soigner les adultes, on va prendre soin des bébés, puis on va s'assurer que le développement se passe bien depuis. Puis on va sauver, c'est sûr qu'on va sauver non seulement des santé de dos, mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, on sauve des sous. Ouais. Puis c'est sûr et certain qu'on se sauve de bien d'autres troubles physiques aussi. Fait que merci d'être là, Kinatex Beauport. 5e question. On s'inquiète quand il ne marche pas encore? 15 mois, on l'a dit tantôt. Et ça arrive tout le temps quand je fais des questionnaires comme ça. Je pose tellement de questions, de sous-questions aux questions qu'on finit par répondre à toutes les questions. Bébé de 11 mois fait ses premiers pas. Il a les pieds trop épais pour les bottines de marche. Et là, j'ai une blague à faire. Mon garçon a le pied trop épais depuis sa naissance. Il faut faire le deuil des petites chaussures où le pied rentre dans la... Ça prend des lacets, ça prend des velcro parce que sinon, les pieds ne rentrent pas. Fait que mon garçon aussi a les pieds trop épais. Et puis, elle dit qu'elle est trop épais pour les bottines de marche. Nu-pied, c'est OK. De ce que je comprends, c'est même ça le mieux, là. Oui, on veut aller le plus possible nu-pied. Surtout quand j'ai des problématiques au niveau des pieds, là, les petits pieds vers l'intérieur, les petits pieds vers l'extérieur. Puis même, dans les conférences, là, on le dit, là, on ne veut pas de souliers orthopédiques. Les souliers orthopédiques, c'est des souliers rigides qui viennent former le pied. On ne veut pas que les souliers forment le pied pour bébé. On veut que le pied se forme naturellement. Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, mon garçon, là, en date d'aujourd'hui, où on enregistre la vidéo, est à l'âge de 12 ans.
Et moi, Jacob Olivier, ses premiers pas, c'était les plus belles petites bottines, soit dit en passant, mais c'était des bottines. Et moi, je trouve ça, encore une fois, flabbergastant de se dire que tout ça évolue si rapidement. Vous allez dire peut-être que vous trouvez vieux, mon garçon. Mais moi, dans ma tête de maman, c'était hier, 12 ans. Puis c'était ça qu'on faisait, c'était les bottines de marche. Puis là, ce serait des petites pantoufles en tissu antidérapantes ou même pas. Le pied est fait pour ça. Moi, je dis le plus possible à la maison, dehors, à l'intérieur, nu-pied. Même quand on est à l'étape de ramper puis le 4 pattes, il y a un petit réflexe qui vient faire agripper les orteils au sol, qui est censé aider les enfants à s'agripper vraiment puis se propulser. Donc, pour ramper, ils vont appuyer les orteils, puis ce réflexe-là est là habituellement jusqu'à ce que bébé marche. Fait qu'une fois qu'il est debout... Est-ce que tu as le nom du réflexe par tout hasard, sans simple curiosité? L'agrippement plantaire. Fait que c'est au niveau de la plante. Plantaire. Oui, c'est ça. Puis ça, on peut le tester. Là, on met la main en dessous, puis les petits orteils viennent friser comme ça. Est-ce qu'ils l'ont aussi au niveau des mains? Non. Oui. L'agrippement, quand ils tiennent au niveau des mains. Oui. Excuse-moi. Fait que ça reste aussi longtemps, là, mais en tant que tel, on ne veut pas aller mettre un soulier qui va empêcher ce réflexe-là d'aller faire son effet au niveau du sol. Fait que le plus possible, nu-pied, en tout temps. À la garderie, souvent, ils exigent un soulier, dans le fond. Puis moi, ça arrive en clinique que j'écris un petit mot au service de garde pour dire « Je veux absolument une bottine souple ». Fait que ce qu'on veut comme bottine, c'est être capable de plier la semelle dans la main comme c'est ici. Mais ça, est-ce que c'est des bottines, j'ai goûté à dire spéciales? Est-ce que c'est... Parce que les bottines pour enfants, moi, je les vois toutes avec la semelle très épaisse. Oui. Mais là, c'est-tu maintenant ça, le soulier spécialisé, ce serait celui qui est mou, qui est souple? Non, je pense pas que c'est ça qui est connu là, dans les boutiques. Là. Ils vendent encore des souliers, orthopédiques. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, on voit les petits Nike ou les petits Converse. Ça, c'est rigide. On n'est pas capable de plier la semelle. On la prend, puis ça plie pas. On devrait être capable de plier dans les quatre... sur la longueur et sur la largeur pour que ce soit assez souple. Puis dans le fond, ce qu'on dit, c'est le minimum pour protéger. Fait qu'à l'intérieur, si tu es sur le plancher puis que tu as une petite pantoufle antidérapante, c'est suffisant. Là. Fait qu'on veut vraiment aller laisser les muscles du pied se former puis faire leur travail pour que l'équilibre se développe, que l'arche plantaire se développe puis que ça ait des effets au niveau de la marche. Si on va à l'extérieur, par exemple, dans une cour où il y a un petit peu plus de gravelle ou de roche, bien, on va vouloir un soulier qui est un petit peu plus ferme, un petit peu plus épais. Le confort quand même, là. Oui, mais pour éviter la blessure. Fait que c'est vraiment le plus mince possible sans... pour éviter la blessure. C'est ça. Fait qu'en tant que tel, il y en a, là, ceux que je connais un petit peu plus, c'est les Rubbies qu'on voit pour les très jeunes. J'aurais jamais osé nommer la marque, mais moi, ça a été les pantoufles de rêve. Puis les pieds épais, ça s'enfile comme un gant parce que c'est des élastiques sur le côté. Ouais. Puis, ça sont faits de vrai cuir, sont belles, sont un petit peu dispendieuses, là, mais quand même... Il y en a plein qui existent. Oui, il y a plein de marques, là, mais c'est à elle que je pense parce que c'est ça que je démontre souvent. On a des espadrilles en clinique à montrer. Puis, la bottine pour extérieur, c'est un petit caoutchouc qui est un petit peu plus épais, qui protège justement une roche ou quoi que ce soit, mais qu'on arrive quand même à plier dans toutes les directions. Fait que peu importe la marque qu'on essaye, est-ce qu'on est capable de prendre la chaussure puis de la plier? Oui, c'est correct. Fait qu'on veut souple, on veut léger, puis on veut le plus près du sol possible au niveau de la semelle. Puis, évitons les talons plateforme quand même. C'est ça. Fait qu'en tant que tel, on veut le plus près du nu-pied possible. OK. Mon bébé déteste le tummy time. Que faire? Oui, ça peut être difficile, surtout quand ils sont jeunes puis que dès la première fois qu'on les met, ils pleurent. Souvent, ce qu'on veut aller pratiquer, c'est de les surélever un petit peu plus. Fait que rouler une petite serviette en dessous des bras pour faire en sorte qu'ils ne sont pas complètement plats. Frites de piscine? Oui, ça peut être ça. Oui, n'importe quoi. Un oreiller Maovic pour bedaine urbaine, peut-être? Bien, les coussins d'allaitement, c'est assez épais aussi. Mais oui, c'est vrai, oui. Comme ça. Parce qu'en fait, quand il n'aime pas être sur le dos, sur le ventre, c'est son cou qui tire, là. Bien, soit qu'il se sent pris. Des fois, c'est juste que le sol est tellement près du visage qu'il n'est pas autant en exploration, puis il ne peut pas aller regarder toutes les choses auxquelles il est curieux. Là. Fait que ça le frustre. C'est ça. puis le fait de forcer pour relever la tête, pour être dans cet environnement-là où est-ce qu'il peut tout explorer, bien, c'est un effort qui est assez exigeant. Là. Fait que on veut aller minimiser un petit peu l'effort sans l'empêcher de le faire, parce que c'est une des premières étapes où est-ce que le développement moteur va avoir un impact, qui vient renforcer son dos puis tous les muscles au niveau du cou. Donc, on essaie de surélever, première étape, si ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne souvent bien de le faire sur le ventre contenu. Fait que, juste d'aller se coucher un petit peu en angle puis qu'ils viennent forcer pour surélever la tête, qui est pas complètement plat, ça aide.
Il existe aussi des jouets là, interactifs. Là, Oui, j'imagine. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça quelque part, là. C'est ça. Fait que le dernier que j'avais vu, c'était comme une petite girafe, là, puis ça vient remonter un petit peu, puis il y a plein de jouets, plein de miroirs. Fait que ça stimule un petit peu plus. Sinon, ce qu'on essaie de faire, c'est de le mettre sur une surface plus élevée, puis de nous s'asseoir par terre ou d'avoir grand frère, grande sœur, chien qui court. Puis là, c'est un petit peu plus stimulant. Ouais. Il est moins près encore avec le visage de la surface. Puis, l'autre chose que je donne comme truc, souvent, c'est de les porter sur le ventre dans notre bras. Oui, comme un ballon de football un peu, là. C'est ça. Fait que le visage est comme un petit peu plus dans le vide. Puis là, ben, il se promène dans la maison, puis il n'est pas pris dans son environnement sur le ventre, pas capable de bouger, il explore, puis il est confortable. OK. En clinique, des fois, je l'ai laissé sur un gros ballon d'exercice aussi. OK. Fait que vraiment juste de placer bébé sur le ventre, on commence vraiment en pente comme ça ici. Puis on roule un petit peu vers l'avant. Fait que là, encore une fois, plus il est vers l'avant, il est loin du sol quand même. Fait qu'il n'y a pas le visage près de la table nécessairement. Puis souvent, c'est bien drôle. Rouler sur un ballon devant un petit miroir, devant maman, papa, c'est super, c'est stimulant, puis ça fonctionne. C'est vraiment OK. Le but, c'est d'aller faire des petites périodes jusqu'à temps qu'il soit un petit peu plus confortable, puis on essaie d'augmenter le temps. OK. Je veux juste revenir sur un détail. Quand tu nous parles de la serviette roulée, c'est vraiment ici, là. Oui, au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles, puis on met les bras en avant. Que tout le monde nous comprenne. Ah, les bras en avant, comme ça. Les bras en avant. Fait que même pour le coussin d'allaitement, souvent d'avoir les coudes un petit peu plus en appui, bien là, il y a déjà un bon appui qui aide à soulever la tête un petit peu plus. OK. Parfait. Super intéressant. Dernière question, mais non la moindre. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas lu, mais c'est la dernière question, en tout cas. Est-ce qu'un bébé de 6 mois peut sauter l'étape de rouler et commencer à ramper? Et là, par rouler, est-ce que toi, tu comprends ce qu'on veut dire? Retournement. Oui, OK, retournement, OK. Fait que ça, c'est probablement un bébé qui est, mettons, placé sur le ventre, il cherche à vouloir se déplacer, puis il n'a pas encore acquis ses étapes au niveau du retournement dos-ventre, ventre-dos. C'est des étapes qui sont importantes, qui permettent de renforcer le cou un petit peu plus, renforcer les épaules, les abdos, les jambes, les fesses, tout ça. Fait que la séquence devrait idéalement rester la même d'un enfant à l'autre. Oui. Quand ils le font est moins grave, c'est plus rapproché, moins rapproché, peu dépendamment de l'âge, mais la séquence devrait rester la même. On veut qu'il coche toutes les étapes, dans le fond. Fait qu'idéalement, on essaie de le stimuler un petit peu plus. Des fois, c'est de faire la moitié du mouvement, puis le bébé va faire le reste. Il y a des enfants qui le font, mettons, entre 4 et 5 mois, puis là, sont tellement bons sur le ventre qu'ils ne veulent plus se retourner sur le dos. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut arriver. Fait qu'admettons qu'il y a un bébé qui les a fait pendant un certain temps, dans les deux directions, dos-ventre, ventre-dos, sur les deux épaules. C'était symétrique, il les a fait pendant une couple de semaines. Puis là, rendu sur le ventre, bien, c'est vraiment plus intéressant pour lui de se retourner sur le dos. Pourquoi il se retournerait s'il ne veut pas être sur le dos? Il ne le fera pas. Non. Fait qu'on veut juste aller le tester une fois de temps en temps pour s'assurer qu'il est capable. Il y a une question de sécurité aussi. Là, si bébé se retourne sur le ventre pendant la nuit puis qu'il n'est pas capable de se retourner sur le dos, c'est quand même important qu'il apprenne à le faire pour... Ceci dit, Santé Canada dit que quand les enfants sont capables de le faire par eux-mêmes, on n'est plus obligé de les retourner. Mais tu sais, je pense... Tantôt, ma question était, elle avait comme un purpose, elle avait une fonction. Quand je te disais, est-ce que c'est possible que parce qu'un torticolis, un enfant se tourne plus rapidement que selon son développement, là, ça pourrait être dangereux parce que c'est problématique parce qu'il n'est pas nécessairement capable encore d'être très mobile ou il pourrait y avoir des dangers pour le syndrome de la mort subite du nourrisson. C'est ça. Mais paraîtrait-il, vous lirez sur le site de Santé Canada, quand l'enfant se retourne, on n'est pas obligé de le retourner. Mais oui, effectivement, j'imagine que pas j'imagine. Dans le sommeil, il y a des enfants qui vont aimer mieux dormir en position ventrale. Il y a des humains adultes aussi qui ont des positions préférées. Fait qu'à un moment donné, ça devient la préférence de l'enfant aussi. Mais oui, effectivement, la sécurité et la santé avant tout. Hein. C'est ça. Le typique, c'est de se retourner du ventre au dos en premier. Oui. Fait que souvent, quand ils sont rendus à se tourner du dos au ventre puis qu'ils dorment dans la position ventrale, là, ils sont capables corrects. de faire les deux. Mais il y a des enfants que c'est l'inverse. Il y a des enfants qui apprennent un petit peu plus du dos au ventre en premier puis que là, ils n'ont pas nécessairement appris le ventre au dos. Fait que si jamais c'est le cas puis que là, ils dorment sur le ventre, là, il faut aller s'assurer qu'on stimule le plus possible le retournement pour qu'ils soient capables de le faire. Je me souviens plus c'était quoi la question. C'était ça. Est-ce que c'est grave de sauter l'étape de rouler, commencer à ramper? Okay. C'est pas grave, mais idéalement, on coche chaque coche. Idéalement, oui. 2 fois le mot coche dans la même phrase. I'm really sorry. OK! Élisabeth, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et je suis maman d'un enfant de 12 ans et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu es captivante, puis tellement pertinente. C'est vraiment, vraiment un plaisir de s'entretenir avec toi, vraiment. Si jamais vous désirez faire appel au service d'une physio, il y a d'autres professions qui se retrouvent chez Kinatex Beauport, je ne me trompe pas? Oui. Des physios, des ostéos. Masso, ostéo, kinésiologue, ergothérapeute aussi.
Bref, la grande famille Kinatex Beauport pourra prendre soin de vous. Allez vérifier sur leur site internet kinatex.com ou encore sur leur chaîne YouTube. Il y a des façons d'obtenir des services en télé. Réadaptation. Merci! J'avais oublié mon mot. Et on aura d'autres contenus à vous donner. Un partenariat super intéressant avec Beden Urbaine et Kinatex Beauport. On va revenir avec d'autres contenus. Entre autres, on va parler de la bienveillance sur son corps après l'accouchement, parce que c'est quand même une grosse épreuve en soi. Oui. Donc, c'est important de prendre le temps, comme on dit. On va parler aussi, on va revenir sur la plagiocéphalie et les torticolis, parce que c'est quand même deux choses que vous devez traiter quand même assez régulièrement quand on parle de physiothérapie pédiatrique. Et on va aussi parler d'un sujet très sexy qui est la rééducation périnéale et pelvienne. Non, c'est pas sexy, mais c'est très nécessaire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Super, merci. Moi, j'avais des beaucoup. petites questions. Ah oui, c'est vrai? OK, Oui, super. Alors, je t'écoute. Vas-y. J'en avais. C'est à mon tour. C'est à mon tour. C'est ça. C'est à toi qui est dans l'interrogation maintenant. Parfait. Moi, j'ai des mamans, des fois, qui m'arrivent, puis, admettons, bébé a été malade ou bébé fait ses dents, puis il a moins bien dormi pendant une couple de semaines. Oui. Puis là, je le sais, moi, pendant ces 3-4 semaines-là que je ne les ai pas vus, s'il y a 1 ou 2 semaines qu'il a moins bien dormi, ça affecte le développement moteur. Moi, je le sais que ça stagne à ce moment-là. C'est comme si je ne compte pas ces 2 semaines-là. Es-tu capable de m'expliquer pourquoi? Il y a plein de facteurs, en fait, qui expliquent ça. Le développement moteur. Bon, premièrement, pour se développer en tant qu'être humain, il faut être reposé. Parce que le sommeil, sans rentrer dans la très lourde théorie, a plusieurs fonctions, dont il y a un sommeil qui est vraiment pour stabiliser les acquis, puis l'autre, c'est vraiment pour stimuler l'hormone de croissance. Grosso modo, là, on ne rentre pas dans la théorie. Donc, moins bien je dors, moins je stabilise mes acquis, puis c'est ça qui vient souvent affecter le développement moteur. Quand le corps humain est malade, souvent, tout le système immunitaire met ses énergies pour soulager cette personne-là. Fait que c'est comme si on prenait du retard dans toutes les autres sphères. Fait qu'on va moins bien manger, on va moins bien dormir, on va moins bien bouger. Puis j'ai le goût de faire un parallèle quand même avec la vie adulte. Tu sais, quand on est malade, je dors moins bien, je mange moins, j'ai moins le goût de m'entraîner, je suis moins patiente. Fait que le sommeil est une composante du développement humain qui est vraiment souvent sous-estimée. Fait que souvent, à l'apprentissage des nouveaux acquis ou après une période de convalescence d'un changement physique, c'est normal de devoir réhabiliter les habitudes de sommeil parce qu'en plus, j'étais malade, je dors moins bien. Manque de sommeil qui s'accumule au fil du temps. Puis la réalité du sommeil chez l'enfant, c'est plus il dort, mieux il dort. Donc, moins il dort, moins bien il dort. Fait que, c'est un heureux mélange. C'est rare qu'un trouble de sommeil, c'est comme un trigger point, puis c'est celui-là qu'il faut démanteler. C'est souvent un heureux mélange de plein de facteurs, là, mais les maladies, c'est ça. Le manque de sommeil accumulé, le système immunitaire qui est trop concentré à faire d'autres choses, donc vient jouer sur le développement moteur. Et puis, parce que le sommeil est important dans son entièreté pour la stabilité des nouveaux acquis, c'est possible que moins on dort, moins on les stabilise, donc prendre un retard à ce niveau-là. Fait que mettons, moi, quand je leur donne un paquet d'exercices, mettons que ça va bien en général, puis qu'ils sont en bonne santé, ils sont pas en train de faire les dents, ils sont pas en crise, quoi que ce soit. 48 heures peut-être, une bonne snipe de 48 heures. Mettons que je leur donne un gros programme d'exercices à faire, puis là, il y a tout débloque en même temps. Là. Fait qu'une fois qu'ils apprennent un paquet de nouvelles affaires, pourquoi ils dorment moins bien? Quand tu me parles de nouveaux apprentissages, là, par exemple, le retournement, comme tu me disais tantôt, le 4 pattes, bien, parce qu'en fait, l'humain, quand le bébé est concentré à acquérir ce nouveau bond de développement-là, il est encore une fois concentré sur juste ça. Donc, il en oublie comment dormir. C'est comme si le cerveau n'était pas capable de gérer beaucoup de choses en même temps. Puis, bien, on revient toujours à l'homo sapiens en mode nomade. Là. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais je me permets une aparté. Saviez-vous qu'un bébé cheval, là, un poulain, là, ça se lève debout en l'espace, je pense qu'il y a 1 heure pour se lever. Okay? Parce que dans son état d'être un cheval sauvage, il devient très vulnérable s'il reste par terre. Fait qu'il faut comprendre qu'au niveau du développement moteur, en fait, notre homo sapiens, là, il est lent. Ça lui prend 1 an avant de se lever debout. Mais c'est important que dans cette année-là, ils réussissent à se lever debout. C'est pour ça que je te demandais quand est-ce qu'on commence à marcher, parce que souvent, dans la vie de tribu nomade, ben, à un moment donné, il fallait qu'on finisse par se déplacer. Fait qu'on n'avait pas millions d'années à attendre que notre enfant se lève debout. Fait que c'est comme si la priorité, à ce moment-là, dans les bons développements, était vraiment mise sur l'acquisition puis la stabilisation de cette nouvelle habitude-là. Puis on oublie tout le reste. Fait que c'est pas rare que les enfants vont moins bien manger, vont avoir des émotions plus irritables. C'est vraiment très prenant ce qu'ils apprennent. Quand on pense qu'Élisabeth, tu sais, première journée, 1 an, il marche. Tu sais, je veux dire, ça va vite quand même, le développement. Là, fait que c'est normal que ça vienne hypothéquer les habitudes de sommeil. OK. Bon savoir, je veux savoir quoi dire un petit peu aux mamans quand ça arrive. Oui, puis quand ça arrive, l'important aussi, c'est de comprendre que
l'enfant ne régresse pas. Lui, il avance dans son développement, ce sont les habitudes de sommeil qui régressent, puis que c'est possible qu'à la suite de la régression, notre plan de match sommeil, là, je vais dire ça ainsi, les outils qu'on avait pris en place pour aider notre enfant à acquérir soit l'autonomie du sommeil ou des saines habitudes de sommeil, bien, c'est possible que ce plan de match-là ne fonctionne plus parce qu'on n'a plus le même bébé. OK. C'est un plan de match, par exemple, qui fonctionnait avec un enfant de 6 mois versus un enfant de 8 mois. Bien, des fois, il va falloir avoir un plan de match beaucoup moins intense avec un enfant de 8 mois dû à la fameuse permanence des objets, là, le temps que l'enfant comprenne que quelque chose continue d'exister dans le temps sans nécessairement qu'il soit obligé de le voir. Bien, c'est possible qu'à 6 mois, on ait un plan de match quasiment plus intense qu'un enfant de 8 mois parce que justement, il vit cette régression-là. Fait que c'est pas important de s'adapter. Oui, mais là, il faisait... Oui, non, mais OK, il buvait plus la nuit, il faisait déjà ça. Mais c'est ça, une régression, c'est savoir se réinventer, rester flexible pour avancer à nouveau. OK. Puis les mamans qui m'arrivent et qui me disent moi, il dort vraiment pas bien ces temps-ci, y a-t-il des conseils que je peux leur dire globalement pour qu'il y ait des bonnes... Appeler bedaine urbaine? Non, c'est blague. des bonnes habitudes de sommeil, là, dans le fond. Bien, le plus beau conseil, ou en tout cas, moi, ce que je trouve le fun à comprendre avec le sommeil, c'est que justement, c'est quand il y a un trouble de sommeil qui s'installe dans la famille, il ne faut pas juste comme dire « Oh mon Dieu, on a un trouble de sommeil », c'est d'analyser la santé du couple, la santé de chaque parent ensemble, les connaissances qu'on a sur le sujet, hein, parce que, tu sais, il y a plein d'approches différentes, comme il y a plein de spécialistes dans le domaine de la santé, fait qu'il faut vérifier aussi où l'état des connaissances du parent, parce que le parent qui est super fatigué, puis que, je sais pas, son enfant a 6 mois, puis là, il se lève une fois la nuit, puis elle, tu sais, je veux dire, là, faut qu'il y ait un peu d'éducation aussi à faire, ou en tout cas une gestion des attentes là, par rapport à ce qu'un enfant devrait faire versus la perception du parent avec son niveau de fatigue. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun d'expliquer aux parents que le trouble de sommeil, souvent, c'est le résultat et non pas la cause. Fait que d'analyser tout ce qui se passe autour. Est-ce qu'on a un bon développement? Est-ce que tout changement émotionnel, un changement d'éducatrice à la garderie, un déménagement, une séparation d'un parent, un changement d'heure, un changement de saison, on a changé la bassinette de côté, on a acheté une nouvelle marque de pyjama, puis ce coton-là, ça ne fait pas. Non, mais des fois, on oublie. Pour nous autres, c'est tellement le fun de dormir. Nous autres, on rêve, surtout quand on en manque, dormir devient vraiment trippant. Bref, on oublie d'analyser, mais ça va jusque-là. Commencer par la santé physique, ça, on ne le dira jamais assez, parce qu'un enfant qui souffre d'un malaise physique ou qui n'a pas nécessairement mal, mais qui devient asymétrique et qui devient beaucoup moins mobile, bien, c'est possible que ça empêche le sommeil. L'autre chose, c'est de se faire confiance et d'arrêter de focusser sur l'autonomie du sommeil. L'important, c'est que la famille au grand complet dorme. Fait que c'est de prendre des outils qui conviennent à notre bonheur familial et non pas ceux de la voisine, encore moins celle de tante Suzanne, puis encore moins celle qu'on a écrite dans les livres, qui semble en théorie tout beau, mais qui finalement, il faut adapter à notre bonheur familial parce que c'est ça aussi, avoir des enfants. OK. Parfait, ça va me donner un petit truc à dire. Let's go, on est parti. Merci vraiment, Elisabeth, ça a vraiment été très le fun. Puis on se revoit bientôt pour d'autres trucs avec Kinatex Beauport. Merci. Merci à toi.